OK, parfait. Bon, ben bonjour. En fait, moi, je me présente, Sophie Parent. Je suis étudiante au doctorat en travail social sous la direction de Kevin, justement. Puis, ce que je vais vous présenter, en fait, aujourd'hui, c'est les résultats de mon mémoire de maîtrise que j'ai réalisé à l'Université de Sherbrooke, puis que j'ai déposé cet été. Donc, je vais surtout me concentrer sur les résultats. Alors, pour commencer, ben, je vais vous faire une petite définition de c'est quoi ça, la non-monogamie consensuelle. J'ai cru entendre que Kevin en a brièvement parlé, mais je vais faire le tour quand même. Vous parler un petit peu là, de l'état des connaissances à ce sujet-là, parler de ma méthode de recherche. Le gros morceau, ça va être mes résultats. Puis, j'aimerais aussi là, prendre un petit temps là, pour émettre quelques recommandations pour l'intervention, là, ce qui s'inscrit un petit peu plus dans l'axe 3 là, du jeu fort, puis ben, conclure avec une petite période de questions. Fait que, ben, la non-monogamie consensuelle, qu'est-ce que c'est? Euh, il y a toutes sortes de choses là, qui nous viennent dans l'imaginaire collectif quand on en parle. Mais en fait, c'est toutes les relations de nature amoureuse et ou sexuelle qui se vivent au-delà du modèle de couple dyadique. Fait que ça, qu'est-ce que ça inclut? Ben, ça inclut le polyamour, ça inclut les relations ouvertes, les relations libres et plusieurs autres formes de relations. Pourquoi est-ce que moi je m'intéresse à ça? Bon, ben d'abord, ça concerne quand même là, un certain nombre de personnes. Donc au Canada, en 2,4 et 4 de la population. Il y a jusqu'à une personne sur cinq qui a déjà essayé une forme de non-monogamie consensuelle dans sa vie. Sur un point de vue plus personnel, ben moi, ma maîtrise, ça s'est fait dans le cadre d'un retour aux études de post-pandémie. Donc pendant la pandémie, ben moi, je pratiquais comme travailleuse sociale et puis, un jour, il y a ce monsieur-là ici qui a dit la monogamie est préférable de ce temps-ci. Bon, dans le contexte de la COVID, il référait à limiter la propagation de la COVID-19. Sauf que là, ben, moi, ça m'a fait me poser des questions sur la réponse sociale qu'on pouvait donner à la non-monogamie consensuelle. Bon, donc, M. Arruda, lui, faisait probablement des blagues, mais ça a quand même amené dans les communautés non-monogames consensuelles des questionnements sur, bon, mais là, je me confine avec qui, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc là, j'ai décidé que, ben voilà, j'avais mon sujet de mémoire. Fait que la première chose que j'ai fait, en fait, là, c'est aller faire un tour dans la littérature, voir, bon, ben, qu'est-ce qui existe au sujet de ça, la non-monogamie consensuelle. Puis donc, j'ai fait, là, j'ai recensé là, une couple là, d'articles, donc il y en a une centaine, là. Puis je les ai placés sur un graphique dans le temps. Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a comme une hausse assez considérable après les années 2000. Puis on remarque aussi qu'il y a comme un trou de publication dans les années 80. Fait que j'ai été regarder. Il y a d'autres auteurs qui ont constaté la même chose. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On s'est dit que, bon, il y avait peut-être une augmentation significative après les années 2000, bon, à cause d'Internet peut-être, de la popularisation de ce mode de vie-là. On n'est pas trop sûr. Le trou dans les années 80, la principale hypothèse qui circule sur pourquoi il y a ce trou-là dans la littérature, ben, c'est la crise du VIH-Sida. Pourquoi la crise du VIH-Sida? Ben, c'est que dans les personnes qui pratiquent la non-monogamie consensuelle, il y a une surreprésentation des populations LGBT. Donc, peut-être que ça peut avoir un lien. On n'est pas complètement sûr. Ce que j'ai remarqué aussi en faisant cet état-là des connaissances, ben, j'ai remarqué plein de choses, mais pour les objectifs de cette présentation-là, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, il y avait une portion de la littérature qui s'intéressait aux réalités LGBT, mais quand on se penchait de plus près, c'était principalement de la littérature qui concernait les hommes gays et non pas les femmes et personnes d'autres identités et d'autres orientations sexuelles. Donc ça, c'était mon premier constat. Le deuxième, c'est qu'il y avait quelques recherches sur l'intervention auprès des personnes en non-monogamie consensuelle, mais qui témoignaient surtout, ben, en fait, des biais ou des manques de connaissances des thérapeutes.
Puis qu'il y avait comme un manque à ce niveau-là, à savoir, bon, c'était quoi en fait là, les effets de ces biais-là ou de ce qu'on appelle la mononormativité, donc l'assomption de la monogamie, sur l'intervention auprès des personnes de ces groupes-là. Donc, avec ça en tête, j'ai élaboré les objectifs de recherche suivants. Donc, l'objectif principal, c'était vraiment explorer, comprendre la réalité des femmes qui étaient en relation non monogame consensuelle au Québec, puis comprendre leur rapport puis leur expérience vécue des services de santé et des services sociaux. Là, je vous ai dit un petit peu plus tôt qu'il y a une surreprésentation des populations LGBT dans les personnes qui pratiquent la non-monogamie consensuelle. Donc, j'aimerais préciser que femme, en fait, dans mon recrutement, moi, j'invitais toute personne qui s'identifiait entièrement ou partiellement comme femme à participer à la recherche. Donc, j'ai aussi des personnes non binaires qui ont été intégrées à mon échantillon. Pour ben, ma méthodologie, j'y ai été avec une étude descriptive qualitative, étant donné que c'est quand même un phénomène qui était peu documenté. Puis, ben, à une ère post-pandémique, j'ai eu l'avantage, en fait, de pouvoir recruter des femmes de partout au Québec. Puis, j'ai pu réaliser là, mes entrevues comme ça, là, puis les enregistrer sur Teams. Donc, toutes mes entrevues ont été réalisées à l'été et à l'automne 2022. Puis j'ai pu faire là, une analyse thématique vers la fin de l'automne 2022 puis lors de l'hiver 2023 pour arriver à mes résultats. Donc, qu'est-ce que j'ai observé au juste? Bien, si on fait un tour un petit peu là, des caractéristiques de mon échantillon, ben, j'ai recruté 11 personnes, donc une majorité de femmes cis, mais quand même 2 personnes non binaires. Ce qu'on constate aussi, ben, en cohérence avec ce que la littérature nous dit là-dessus, j'ai quand même un échantillon assez jeune, donc une moyenne de 31 ans, qui sont majoritairement éduqués, donc la majorité ont fréquenté l'université. La majorité aussi sont blanches. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant puis qui reflète probablement la surreprésentation des populations LGBT dans ce type de relation-là. Mais moi, dans mon échantillon, la majorité de mes participantes étaient attirées par des personnes de plus d'un genre. Donc, comme vous voyez sur le graphique, j'en avais 5 qui s'identifiaient comme bisexuels et 3 comme pansexuels. Puis en fait, j'avais une minorité finalement de personnes hétérosexuelles dans mon échantillon. Puis quand je regardais, bon, avec qui ces personnes-là étaient en relation, ben, mes personnes participantes avaient une moyenne de 2,18 partenaires chacune et étaient principalement en relation avec des hommes cis. Donc, c'était pas toujours nécessairement visible leur orientation sexuelle. Je vous présente un petit peu, bon, j'ai fait une analyse thématique. Je ne ferai pas le tour de mon arbre de code au complet avec vous, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu là, des codes qui étaient ressortis là, suite à mes entrevues. Je vais me pencher en fait sur ceux que j'ai trouvés les plus importants ou les plus pertinents. Au niveau de mon premier objectif, donc qui était plus de documenter le vécu relationnel, moi, ce que je veux attirer mon attention, c'est sur les thèmes qui avaient rapport avec la divulgation ou, comme on l'appelle plus communément, le coming out. Donc, bon, plusieurs de mes participantes m'ont appris en fait là, que elles utilisaient plusieurs stratégies pour soit sécuriser ou bien pour éviter leur dévoilement. S'il y en a qui connaissent un petit peu là, les stratégies défensives face au stigmate de Goffman, ça me faisait un petit peu penser à ça. Fait que les participants, en fait, quand ils me parlaient là, de leur dévoilement, ils me disaient que ben, soit ils allaient mentir ou omettre leur mode relationnel, donc pas en parler, soit qu'ils allaient adopter des stratégies pour normaliser, comme entre autres l'usage de l'humour, c'était très fort. Et aussi, il y en a qui ont choisi de dévoiler d'abord leur statut relationnel à d'autres gens qui étaient aussi dans des relations similaires aux leurs. Donc ça, c'était des stratégies qui étaient mises en place euh, pour sécuriser ou éviter le dévoilement.
quand il y avait un coming out, ben, j'ai aussi documenté la réaction de l'environnement. Fait que ben là, il y a comme deux catégories qui sont ressorties, qui sont la réaction des amis, puis la réaction des membres de la famille d'un autre côté. Les amis, souvent, ben, c'était le premier cercle de dévoilement qui était perçu comme étant plus facile pour faire son coming out. Puis les réactions étaient majoritairement positives. Du côté de la famille, c'était un petit peu plus difficile. Donc, il y a moins de personnes qui faisaient leur coming out auprès de la famille, puis ça ne se passait pas nécessairement toujours bien. Souvent, bon, les personnes allaient faire leur coming out avec la famille rapprochée en premier, comme la fratrie, la Delphi, puis auprès des parents. Puis ensuite, cousins, cousines du même âge. Puis en dernier, si ça se rendait jusque-là, la famille élargie. Une chose que j'ai trouvée intéressante d'observer, c'est que ben, la réaction quand il y avait un dévoilement auprès des parents, c'était que les pères avaient souvent une réaction plus négative que les mères. Euh, il y a j'ai quelques hypothèses là-dessus, mais qui ne sont pas nécessairement des faits avérés. Ce sera à explorer plus. Mais bon, il y a l'idée que les pères, bon, dans la littérature, j'ai trouvé quelques trucs que les pères ont des réactions plus fortes quand un de leurs enfants a un comportement non conforme au genre. Donc, on pourrait présupposer qu'une femme qui est dans des relations non monogames consensuelles, c'est un comportement non conforme au genre. Il y a aussi ce qui s'appelle le Daddy's Little Girl Phenomenon, donc excusez mon anglais, qui est en fait le phénomène selon lequel les pères ont du mal à voir leur fille comme un être sexuel, qui ont de la misère à voir leur fille comme la femme qui peut avoir une sexualité rendue à l'âge adulte. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Un autre fait intéressant dans les réactions puis dans le coming out, c'est que mes personnes participantes de la diversité sexuelle et de genre ont trouvé que leur dévoilement de la non-monogamie consensuelle était quand même plus facile que le dévoilement de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant parce que ça va dans le même sens que des travaux antérieurs d'Elisabeth Sheff sur possiblement le fait que de briser une première norme rendrait ça plus facile d'aller à l'encontre d'une seconde norme. Puis ben, à ce sujet-là, oh, pardon, à ce sujet-là, j'ai sorti là, quelques citations là, de personnes. Donc, une première qui me disait, en fait, pour résumer, qu'elle choisissait auprès de qui elle faisait des coming out pour s'éviter du jugement. Puis une seconde, justement, là, qui illustre mon point que c'était plus difficile auprès des pairs. Du côté du rapport aux services de santé et services sociaux, ben, j'aimerais attirer votre attention surtout sur les trois premiers grands thèmes. Donc, les pratiques limitantes, la perception que les personnes ont du système de santé et des services sociaux, puis la divulgation auprès des professionnels. Donc, quelque chose qui m'a vraiment étonnée, mais a posteriori, pas tant que ça, c'est que plus de la moitié de mes participantes m'ont mentionné avoir vécu des violences médicales, donc qui pouvaient être des violences gynécologiques, obstétricales, des refus de soins, de la discrimination, quand elles allaient chercher différents types de soins. Ce qui, ben, je me suis demandé, bon, est-ce que c'est parce qu'elles sont nécessairement en non-monogamie? Est-ce que c'est parce que j'interroge des femmes? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écrits qui font état de la prévalence des violences obstétricales et des violences gynécologiques. Donc, c'est dur de savoir là, qu'est-ce qui cause quoi. Par contre, bon, ce sur quoi je peux plus m'avancer, c'est que ben, dans mon échantillon, les personnes qui avaient vécu des expériences négatives dans le système de soins, que ce soit auprès d'un thérapeute, auprès de médecins, puis que ça ait rapport ou non avec leur mode relationnel, s'il y avait une expérience négative antérieure, ben, il y avait plus de chances d'avoir une perception négative du système. Et donc, plus leur perception était négative,
moins il y avait de chances que leur mode relationnel soit divulgué par la suite. Ce qui, pour les professionnels, est quand même une information importante à avoir parce que ben, ça oriente après ça les réponses que l'on peut avoir à cette réalité-là. Puis ben, encore là, j'ai sorti plus de citations que nécessaire, fait que je vais vous les résumer. J'avais une participante, entre autres, qui m'avait dit qu'à force de vivre des discriminations, elle avait décidé carrément d'arrêter de dévoiler son mode relationnel aux professionnels qu'elle rencontrait. J'en ai une autre qui sent que son mode relationnel ait nécessairement été abordé, me disait qu'elle se sentait à la base pas en sécurité dans les soins de santé. Puis une autre là, qui, ben, en fait, la même participante que la première citation là, qui continuait plus tard en me disant que souvent, si elle avait des problèmes de santé puis qu'elle dévoilait son mode relationnel, la première assumption des professionnels, c'était que son problème de santé, c'était probablement des ITSS. Donc, ça m'amène un petit peu, après avoir parlé à tout ce monde-là, puis regarder qu'est-ce qui étaient les facteurs facilitants à émettre une liste de recommandations que j'aimerais éventuellement transmettre à mon ordre professionnel, mais qui vont dans le sens de s'éduquer sur les réalités non monogames consensuelles et par extension aussi sur les réalités LGBTQ. Il y a 2S+, étant donné que ces populations-là sont surreprésentées dans ces modes relationnels-là. Se familiariser avec les enjeux liés au coming out, qui étaient quand même beaucoup présents. Euh, Soutenir, accompagner les personnes dans la défense de leurs droits, s'éduquer, agir comme ambassadeur. Puis aussi, si on est compétent concernant ces questions-là, le rendre visible pour être facilement repérable par les membres de la communauté. Puis, ben, je vous laisserai en fait là, sur des citations un petit peu plus positives là, de mes participantes qui m'ont témoigné d'expériences positives aussi qu'elles ont eues dans le système de soins, de personnes qui en fait avaient un niveau de connaissance suffisant. Donc, je vous laisserai là-dessus. Puis,